J'aime surtout quand je suis dedans. J'aime me voir en vidéo. Exactement. Non, vraiment, le seul truc sur lequel j'y tiens, parce que voilà, l'anonymat, etc., c'est en ce qui concerne mon vrai prénom, parce que toi, tu connais mon vrai prénom, mais durant l'interview, tu m'appelles juste Crazy, et voilà, quoi. C'est que ça va être dur. Il va falloir que je travaille sur moi-même. Tu diras Monsieur l'invité. Monsieur l'invité. Je vais faire des efforts. Et du coup, durant l'interview, je t'appelle Adam. Ouais, tu fais plaisir. D'ailleurs, justement, il y a un truc, gros, c'est que là, déjà, ça va être la première fois que tu vas faire une interview à visage découvert, d'une certaine manière. Alors, c'est pas la première fois, je dirais, c'est la... Je n'ai pas d'exclusivité. Voilà. Entre deux séances de dédicace, on m'a filmé moi et ma collègue Nessie, du coup. Nessie, qui est la doubleuse également de Crazy Bomb Show. Exactement. Et qui bosse avec moi depuis 2016 maintenant, et qui fait facilement la moitié des voix des différents castings. Avant, j'étais très pudique par rapport à mon apparence, etc., parce que je voyais que les gens, ils se concentrent à fond que sur ma voix et tout. Et c'est pour ça que j'ai créé le personnage de la tâche d'encre, qui s'appelle Crazy Bomb, du coup. Et que, du coup, j'ai commencé les chroniques du Crazy Bomb Show. Au lieu de montrer ma gueule toute pâle et banale, tu vois, je me dis, c'est plus mémorable, et la preuve, c'est que les gens se souviennent de moi grâce à ça, en fait. Mais ce qui m'impressionne, c'est surtout quand je vais en convention, ou même, ça m'est déjà arrivé, quand je vais à des soirées, tu vois. L'autre soir, j'étais à Bruxelles, et on m'a reconnu à ma voix, t'as le barman, il est venu me voir en disant, ta voix me dit un truc un petit peu, tu ferais pas des parodies? Si. Bonjour, enchanté. Je te fais une réduction au prochain shot, ça, la notoriété, je veux bien. Bon, à un moment, on va faire une présentation aussi, parce qu'on s'est lancé comme ça. C'est la magie du truc. Voilà, parce que, voilà, on se connaît depuis des années, Adam, voilà. On a un peu plus de pudeur entre nous, évidemment. Plus besoin de se présenter. Bien sûr. Il y a aussi un truc que j'aimerais revenir par rapport à ça. C'est que même à l'époque, moi, j'ai pris des années avant de voir ton vrai visage. C'est vrai. Tu vois, c'était que même en termes de potes proches ou potes virtuels geekage, tu partageais pas forcément ou facilement ta photo, ou même de mettre la cam pendant les Skype, tu vois. Il a fallu des années, genre facilement 2 ans après qu'on soit rencontrés pour que je te montre une photo de ma tronche. Il a l'exclusivité, attention. Mais pour te dire à quel point je complexais à mort sur mon physique. Même encore, je complexe partiellement sur mon physique. Parce que voilà, je ne fais pas partie des normes de beauté de la société. Avant de commencer YouTube, j'ai subi des années et des années d'harcèlement. Mon harcèlement scolaire a commencé à s'arrêter vers mes 18 ans, tu vois. Okay. Du coup, pendant des années et des années, quand on te répète que t'es moche, que personne va t'aimer, que t'es de la grosse merde, que t'es con, que tu sers à rien dans la vie, et au bout d'un moment, tu finis par le croire. Et c'est pour ça que t'oses plus montrer ta trogne, et je me dis, d'un côté, le fait de pas montrer mon visage, comme ça, les gens se concentrent sur ce que j'ai à dire. Et c'est pour ça que la majorité de mes projets, ça ne se fait pas face caméra, du coup. Okay. Mais voilà, tout simplement. Pourquoi avoir accepté, du coup? À force de faire des conventions, c'est-à-dire que maintenant, les gens sont habitués à me voir face à face, et les gens prennent des photos, des selfies, etc. Après, me demandent de faire des vidéos en mode « Hey, tu peux faire la voix d'Aizawa qui dit « Papillon !» Et du coup, moi, je le fais avec plaisir, etc. Fräulein. Ceux qui n'ont pas le contexte, ils doivent nous prendre pour des tarifs. Désolé. Ça viendra après. On va se présenter. On va se présenter après. Donc, c'est pour ça que je suis de plus en plus décomplexé. Et dans l'acceptation, en fait. Ah, c'est ça. Là, ça va, ça fait une évolution. Oui. Il était temps. Il était temps. Parce que là, t'as quel âge maintenant? J'ai 27 ans, et je vais avoir 28 ans le 13 février. Je me rapproche de plus en plus de la mort. C'est cool, hein? En vrai, là, déjà, on a un bon contexte, même si bon, certains doivent être perdus. Tu devrais te présenter, mais également moi, il y a plus de personnes de ton public qui vont venir que de mon public. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, hein, les chiffres parlent, mais écoute, on verra les chiffres. On verra les chiffres. Eh bien, salut les gens, je suis Crazy Bomb, je suis un... Ça me fait le même début de vidéo. Oui, mais complètement. Mais voilà, t'as tout cassé. Maintenant, j'arrête, je bois mon café. J'abandonne. Tu veux que je te laisse? Je te mets au centre. Ah non, tu laisses. Non, il y a assez de place pour mon ego, là, ça va. Du coup, eh bien, salut les gens, je suis Crazy Bomb, je suis un Belge de 27 ans, qui fait des vidéos depuis 2014, tout d'abord avec les Crazy Bomb Show, qui sont des chroniques parlant des différentes œuvres de la pop culture, des films, séries, animés, etc. Et après, vers 2016, avec Nessie, on a commencé le concept des résumés foireux, qui sont des parodies, enfin avec du doublage parodique. En fait, on caricature les personnages d'une série, et en une vidéo, on résume toute une série, en changeant complètement le scénario, et en faisant dire tout et n'importe quoi au personnage. Un exemple typique, avec le personnage de Armin Arlert dans L'Attaque des Titans, qui est un personnage adorable dans cette série, je l'ai transformé en un Allemand monstrueux, qui
parlait comme ça, voyez-vous, et qui hurle Fräulein à tout bout de champ. J'ai baisé ta Fräulein, j'ai baisé ta Fräulein. Allez voir la vidéo si vous n'avez pas vu, parce que là, j'ai l'air de passer pour un page. Et depuis, bah voilà, on continue les Crazy Von Show, les résumés foireux depuis tout ce temps. Et ça se passe bien. J'ai bien résumé. En vrai, t'as géré de ouf. Voilà, c'est l'habitude. Je me dis... C'est l'expérience, bien sûr, bien sûr. Là, ça va être un peu plus pudique de ma part, d'accord? Voilà, je suis pas la vedette. Silence, c'est moi qui fais l'interview. Du coup, qui es-tu? Mais bon, du coup, enchanté. Alors, comme vous le voyez en bas, c'est Little Leaf. À la base, je faisais du rap. Là, ça va bientôt faire un an que je fais des interviews. Et mon objectif, en fait, c'est de développer le côté humain. On se sépare de la facette artistique de la personne et on commence à vraiment la comprendre, que ça soit vraiment honnête. C'est pour ça qu'en plus, là, c'est un plaisir parce que c'est la première fois que je rencontre Crazy. On se connaît depuis des années. Oui. D'accord. On s'est perdu de vue à des moments, mais on s'envoyait des petits messages, etc. Il y a quelques mois, je lui ai envoyé un message lui disant que je faisais des interviews et pourquoi pas lui proposer. Il a accepté en lâchant un quand tu peux. Ça a été 6 mois plus tard, mais ouais, voilà. C'est quand je pouvais, du coup. Dans ce groupe-là, t'étais l'un de ceux à qui on s'embrouillait le plus sur des débats. Avec un petit groupe de potes, etc. On faisait des soirées, pratiquement un soir sur 2, hein, on peut dire ça. D'excellents souvenirs avec ce groupe. Ouais. En fait, on a juste à voir la sortie d'Assassin's Creed Révélation. Oui. Parce qu'on avait fait le mode multi et on l'avait squatté. Ouf. Oh là là, les phases de fou rire qu'on a eu. Trop marrant. Mais bon, putain, ouais, ouais. Alors ça, c'est tous mes épisodes. J'ai pas 8 ans de relation sur chaque invité, ouais. Mais c'est un peu ça. À chaque fois, ça part dans des délires. Donc, si vous nous voyez divaguer et partir dans n'importe quoi, c'est normal. Vous l'avez vu sans doute dans certains extraits. Mais je pars sur un sujet, après je pars en couille totale. T'inquiète pas, moi, ça, j'adore. Voilà, ça fait plus de contenu. Enchanté. Moi, il y a des choses que je sais déjà. Donc, il va falloir que j'accepte que tu répètes certaines choses. Bien sûr. La première chose, c'est, à l'époque, t'étais pas tout seul dans l'équipe. C'est vrai. J'ai commencé avec l'un de mes meilleurs amis, Bob, du coup, qui a interprété un ballon de basket. C'est parfait d'avoir un personnage qui puisse réagir avec le personnage de la tâche d'encre. J'ai proposé à Bob, il dit ouais, ça te dirait de participer aux vidéos? Il m'a dit ok. Oui, des fois, faut pas se prendre la tête, hein, des fois, voilà. Et souvent, c'est les meilleurs trucs. Oui. Quand il y a ton collègue qui te valide direct. C'est le conseil que je donne généralement à beaucoup de vidéastes qui commencent seuls et qui galèrent sur les textes, qui galèrent durant l'enregistrement ou même durant les tournages. C'est essayer de bosser avec un pote ou avec quelqu'un de confiance et votre motivation va booster. Hein. S'il n'y avait pas eu Bob à mes côtés, je pense que j'aurais pas sorti un tiers des vidéos en fait. Et pour les Crazy Von Show, pourquoi j'ai fait cette émission-là? Quand j'étais ado, j'ai découvert les Joueurs du Grenier avec les animés qui parlaient des hors-séries sur les animés. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire pareil en fait. Tout simplement, quand t'es ado, t'as tendance à calquer sur un concept que t'as déjà vu et à tenter de faire la même chose. Et c'est pour ça que le tout premier épisode, j'ai parlé des censures qui sont présents dans l'anime One Piece, par exemple. Je me suis dit, ouais, si je dois lancer un concept, j'ai envie de parler de sujets qui n'ont pas encore été exploités, ou que je considère mal exploités, entre guillemets. Et je voyais pas beaucoup de personnes parler des censures dans les animés. Et c'était littéralement la première vidéo que j'enregistrais, que je montais. Et ça a mis des années à sortir. Pourquoi? Parce que j'ai créé la chaîne en 2012. Et le truc, c'est que j'ai mis facilement 2 ans à prendre mon courage à 2 mains, histoire de réunir un ordinateur potable pour faire du montage, un micro de qualité un peu potable et apprendre à gérer un logiciel de montage, etc. Mais comment tu l'as vécu le moment où tu as cliqué pour envoyer? Oh, le stress. J'ai beaucoup plus confiance en moi aujourd'hui qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, rien que le fait de parler un peu trop fort, histoire de mettre mes balls sur la table, histoire de donner mon opinion, rien que ça, je sais pas, j'avais une peur constante, etc. Et la vidéo, a très vite décollé, et franchement, j'étais super content, quoi. Et c'est vraiment par la suite que les gens ont commencé à s'abonner très très vite, et genre, en l'espace d'1 an, je crois qu'on avait atteint 1000 abonnés, un truc comme ça. Et après, ça a augmenté, et... Ouais, c'est une courbe exponentielle, un peu dans le délire. Ah, c'est ça. Mais justement, dans les œuvres de la pop culture que tu utilises, ça peut être des animés, ça peut être même, t'as fait Seigneur des Anneaux. C'est vrai. D'ailleurs, juste, un de mes potes t'adore de ce côté-là, mais quand t'as touché à Seigneur des Anneaux, il était en mode non. Ça, il y a 2 réactions. Ça, j'ai vraiment dans les parodies, dans les résumés foireux, le but c'est de saccager un peu l'œuvre, etc., et de caricaturer à fond les personnages. Je fais ça même sur des œuvres que j'adore profondément. Des fois, il y a des animés, quand tu mates le début, tu dis ouais,
allez, il y a quand même matière à parodier, etc. Je m'accroche. Le pire pour moi, ça a été Charlotte. Hein. L'animé Charlotte, c'était pénible parce que tous les personnages sont très détestables, et quand des personnages sont détestables, c'est très difficile à suivre. Par exemple, Death Note, où certes, Light Yagami est quelqu'un de détestable, parce que, bah voilà. Ouais, mais il est bien écrit. C'est ça. C'est ça. Ça, parce que tu peux être un personnage détestable tout en étant bien écrit. Et c'est ça qui va rendre ton œuvre intéressante ou pas, et Charlotte, ben, c'était compliqué, hein. Putain, je pourrais parodier Dragon Ball Z, là. Nique sa mère. Je pourrais faire One Piece comme il le demande. Ouais, c'est ça, depuis genre plus de 10 ans, mais bon, c'est pas grave. Mais ouais, de toute façon, One Piece, comme je t'ai dit des centaines et centaines de fois, on le fera, peut-être, une fois que l'animé sera terminé. Ça, c'est sûr. Et voilà, on verra bien. En vrai, One Piece, ça reste quand même un gros truc à gérer, et surtout à résumer, c'est une galère quand même. Bien sûr, mais c'est ça que je voyais plein de personnes en commentaire en train de faire la théorie en mode ouais, mais ils le feront jamais, ça dure trop longtemps, etc. Les frérots. Je peux le faire. Je me sous-estimais pas. Par rapport à One Piece, on m'a fait la même réflexion avant que je fasse Naruto Shippuden. On me disait ouais, c'est impossible, il y a trop d'arcs narratifs, il y a trop de personnages, etc. Bah, One Piece, quand tu regardes ça avec du recul, certes, il y a beaucoup d'arcs narratifs, mais il y a des arcs narratifs, ouais, je vais être méchant envers les fans de One Piece, hein. Il y a des arcs que tu peux skipper et qui n'auront pas des masses de conséquences. Je trouve qu'il y a un système un peu répétitif. Dans le sens où... Ils arrivent quelque part. Ils débarquent quelque part, ils rencontrent un personnage qui va les aider, il y a l'antagoniste, c'est un peu un dictateur sur l'île, du coup ils doivent le défoncer. Mais ce que j'apprécie dans One Piece, c'est ce qui rend chaque arc innovant, ben, c'est les nouveaux personnages qui interviennent, et le fait qu'il y ait beaucoup d'imagination envers certains concepts. Et le lore aussi, qui est derrière. Bien sûr. Et que chaque personnage a une backstory de taré. Hein. Et il taffe au dehors. Ouais. Mais par rapport à Sanji, quand il a été, parce que c'est clairement l'un de mes personnages préférés, quand Sanji a été introduit, je me dis, bah ça va, on a vu sa backstory et tout, son développement est terminé. Et après, ils ont montré des flashbacks sur sa famille, et je me suis dit, waouh, l'enfance de merde, faut le faire rencontrer avec le dessin animé Les Malheurs de Sophie, tu vois, il faut qu'il y ait une conversation entre les deux, là. C'est une peste à la base, mais elle se fait maltraiter, elle passe d'un foyer à l'autre, c'est horrible, quoi. En fait, Les Malheurs de Sophie, c'est un peu comme si c'était une série entière sur l'enfance traumatisante de Sanji. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que de la galère. Les Malheurs de Sophie, voilà, c'est le résumé froid de One Piece, hein, voilà, vous faites pas chier. Allez, ciao, moi j'ai fini une journée. On fait une petite pause? Oui. Vas-y, on respire. Allez. Attends, c'est vrai. Il faut faire un clap. Moi, je fais tout le temps un clap. Clap. Voilà. Oh putain, c'était propre. Oh. Il y a un sujet qui m'est venu. Dis-moi. C'est un truc que tu avais partagé il y a quelques temps, c'était par rapport à Retake. Je le dis bien. On tourne là? Ouais, ça tourne. Ah, ok. Ouais, non mais je piège. Ok, du coup, nous reprenons. En fait, c'était un truc que tu avais partagé par rapport à Retake. Ouais. Donc c'était leur situation de strike. Oui. C'était enchaîné. Ça les avait mis dans un état très compliqué. Ah bah c'était catastrophique, hein. C'est ignoble. C'est comme si, je sais pas, tu bossais dans ton entreprise normale, et du jour au lendemain, on te dit, ouais, en fait, va te faire foutre, tu vas perdre tout ce que t'as construit, et c'est absolument ignoble. Et je trouve ça aberrant que n'importe quelle entreprise externe, par exemple, imaginons, tu fais une vidéo, je sais pas, qui parodie, allez, je vais dire, La Belle et la Bête, imaginons, et rien n'empêche l'entreprise de remplir un petit formulaire et d'envoyer un message à YouTube en disant ouais, je voudrais que vous supprimiez la vidéo de ce mec-là. Et YouTube, ils vont le faire direct en fait. Et YouTube est un peu victime de son système qui est un peu trop automatique, et c'est pour ça que après, heureusement, il y a toujours des moyens judiciaires, parce que je sais qu'ils ont fait appel à un avocat, ou une avocate, je sais plus, pour régler ça. Non, mais heureusement que la loi a toujours été de notre côté, parce que t'as le droit à la parodie, les gens disent que c'est un mythe, etc., mais du moins, dans la constitution française et belge, cette loi existe bel et bien, où tu as le droit d'utiliser des extraits d'une œuvre à but parodique, d'éducation, de documentaire. Et nous, on est complètement dans la parodie, du coup, on peut y aller franco, quoi. Justement, tu dis nous, parce qu'en fait, en vrai, c'est des collègues de taf. C'est ça, clairement. T'as déjà travaillé avec eux? J'ai déjà travaillé avec eux, etc. Lorsque j'ai fait connaissance avec eux, ils m'avaient proposé d'interpréter Ryuk dans leur parodie sur Death Note. C'est pas pour t'aider, Light, mais j'ai l'impression qu'on est suivi par un personnage secondaire. Et dès qu'on se croise en convention, on se fait la bise, etc. Enfin, ce qui me fait marrer sur les réseaux, c'est que la masse de gens, ils disent qu'il y a une embrouille entre Maxime et Crazy. En fait. Ça va partir en couille.
couilles et tout. Et pendant ce temps-là, tu sais, moi et Maxime, on se voyait des photos de chats, tu sais, sur Discord, tu vois. Ils inventent du drama. Ouais. Bien sûr. C'est ça aussi. Bien sûr. Comment dire, le seul inconvénient, quand tu as une chaîne francophone qui fait plus ou moins le même concept que toi sur les mêmes sujets, du coup, il faut prendre en compte la vidéo qu'ils ont publiée. Parce que si on fait une parodie là-dessus, imaginons on écrit le texte, etc., voilà, et après on enregistre la vidéo, on veut la publier, et on mate leur vidéo après, voilà, par curiosité, et on se dit, ah merde, il y a genre 5-6 vannes en commun et que ça a exactement la même forme. Ouais. Mais du coup, t'es obligé de soit changer la forme de la vanne, ou changer carrément le fond et oublier cette vanne-là. Et c'est arrivé, par exemple, pour la parodie qu'on a fait sur Death Note, où il y avait genre, je vais dire, 3 vannes... que tu travaillais dessus, en plus. Bien sûr. Mais c'est ça. Et il y avait genre 3 vannes en commun, etc. Mais genre que j'ai un peu modifié la forme, etc. D'un côté, je me dis, c'est pas plus mal que nos deux chaînes existent en même temps, parce qu'avec Retake et le Crazy Moon World, c'est qu'on a un humour qui est pas nécessairement le même. Parce qu'on a 2 styles d'écriture complètement différents. Et on est un peu complémentaires à ce niveau-là. Donc les gens qui n'aiment pas l'humour de Retake, qui vont davantage préférer notre humour, et inversement. Et du coup, de toute façon, sur Internet, moi je suis pour la diversité, et donc moi ça me pose aucun problème qu'on fasse sur les mêmes sujets, quoi, tu vois. Moi, il y a aussi un truc que je me dis, c'est, toi aussi t'as été strike. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises. À plusieurs reprises, ouais. Par exemple, la vidéo sur Tokyo Ghoul, que c'est la vidéo qui s'est fait le plus strike, ça c'est pratiquement 4-6 mois qu'elle était en ligne, et la vidéo du jour au lendemain s'est fait striker. Genre, même pas démonétiser, parce que démonétiser, limite, ça, j'aurais accepté, parce que je lui dis, tant que la vidéo reste en ligne, tu vois, voilà, elle s'est fait carrément supprimer, disparu de la surface de la Terre. Et des fois, tu te dis, putain, quand tu démarres sur YouTube, t'es obligé de devenir juriste, à la limite, de connaître des articles de loi, sinon t'es baisé derrière. Alors, t'es obligé de faire plein de trucs. T'es obligé d'être juriste, t'es obligé d'être monteur, t'es obligé de plein de trucs en même temps. C'est ça, et c'est ça qui est fascinant avec YouTube, c'est même au niveau comptabilité, pour essayer de déclarer tes YouTube, etc. Oui, parce que tout le monde ne va pas dans les pays étrangers pour éviter de déclarer tout ça. Non, moi j'ai toujours été super clean par rapport à ma comptabilité. Et le truc, c'est que, même ça, c'est ultra galère. Genre, ça fait depuis janvier de l'année dernière, en fait, que je vis à plein temps de YouTube, parce que avant je faisais ça en parallèle de mes études, et mes revenus... Les études terminées sont... mes revenus, enfin mes revenus terminés. Voilà, terminés aussi. Merci YouTube. Non, par rapport à mes études, terminées depuis déjà 2 ans maintenant. Okay. Et le truc, c'est que là officiellement, je suis, comment dire, mon entreprise existe depuis janvier 2022. Okay. Et là, ça fait 1 an que je suis à mon compte, et pendant les premiers mois, j'ai vraiment essayé de faire ma comptabilité seul, etc., en remplissant des formulaires, mais incompréhensibles. De janvier à juillet, j'ai essayé de faire ça seul, mais après, le truc, c'est que je remplissais tellement mal les trucs, je me tapais des amendes, genre de 400 balles, tu vois, et je me dis, putain, je peux pas continuer comme ça. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à un comptable, qui est super compétent, etc., et que ça me fait gagner un temps de taré, en fait. Parce que je disais au comptable que je complexais sur le fait de c'est mon entreprise, et parce que j'ai toujours l'art de me débrouiller tout le temps seul, d'être autodidacte et tout. Et il me disait, non mais vous savez monsieur, chacun son travail. Et c'est normal que vous soyez pas polyvalent dans tout, en fait. Pour ceux qui veulent démarrer sur YouTube, la moitié du temps, tu vas faire tes vidéos, l'autre moitié du temps, tu vas être ta gueule dans la compta. C'est limite, on est un peu en mode Jack Sparrow, tu vois, on est un peu des pirates somaliens, là. Oh, putain, excuse-moi, là, j'ai la musique. En fait, il y a aussi ça, c'est que tu as placé le principe d'autodidacte. Ouais. C'est que on est sur le fait que tu écrives tes vidéos. Bon, maintenant, est-ce que tu écris tout seul? Je coécris avec Nessie depuis 2016, maintenant, pour les résumés foireux. Et pour les Crazy Mon Show, ça, je continue à écrire seul, ouais. Le montage. Ça, c'est solo. Ouais, mixage solo, pour diriger les comédiens pour certaines répliques, etc. Gestion de l'équipe et tout. Ouais, solo aussi. Du coup, voilà. Et Nessie, elle m'aide surtout pour tout ce qui est, par rapport au retour, évidemment, par rapport au texte, pour moi, je le ressens vraiment en mode 50-50. Et ce qui est cool avec Nessie, c'est que elle ne me dit pas ce que je veux entendre, elle me dit ce dont j'ai besoin d'entendre. Par exemple, l'un l'autre, si l'un dit une vanne absolument nulle à chier, l'autre va pas hésiter à dire que c'est nul à chier. Mais gentiment, évidemment, voilà, on est amis, voilà, genre, vraiment, faut pas cracher dans la bouche des gens. T'es une grosse merde. Va niquer ta mère. Et on essaie de se complémenter l'un l'autre,
et voilà, et ça marche depuis 2016, donc voilà quoi. Tout Tu as va maintenant 1 million d'abonnés aussi, que t'as Ouais. fêté. Ouais, depuis mars 2022, si je dis pas de bêtises. Et, Ouais. et c'est assez ouf, parce que quand j'avais commencé YouTube en 2014, je me disais ouais, même si j'ai que 1000 abonnés, je serais content. Ben regarde comment ça a tourné, frérot. J'ai perdu le contrôle. J'ai plein de contrôle. Avec Nessie, comment je l'ai contactée, vu qu'elle avait fait des parodies de Undertale. Okay. Et je me suis dit, j'adore son style d'humour, sa manière d'écrire, etc. Et je me dis, ouais, ça dit que on bosse ensemble, etc. sur un truc. Elle me dit, ouais, ok, let's go. Et on voulait faire une vidéo pour déconner sur Naruto. Et ça a dépassé genre 500 000 vues en l'espace d'un mois. Et on se dit, c'est vrai que Naruto, il est parti vite. Hein. C'est parti très vite. Et c'est surtout après, l'Attaque des Titans, qui est sorti 1 ou 2 mois plus tard, que là, ça a explosé. Et là, en moins d'un mois, c'était le 1 million de vues. On se dit, waouh, c'est complètement taré. Pour l'époque, c'était complètement taré. Et maintenant, quand tu dis à un vidéaste, oh, t'as fait 1 million de vues, oh, c'est pas mal. Non, alors que même encore aujourd'hui, je trouve ça exceptionnel comme record. Surtout, ça dépend du format. Avec le temps, le million est devenu un peu flou. Un peu bizarre, mais sauf que moi, c'est toujours gros pour moi. Ma plus grande frustration sur YouTube, c'est que le système de méritocratie n'existe pas. C'est-à-dire, t'as beau voir des mecs qui font des courts-métrages de tarés, qui ont 100 fois plus de compétences que moi en termes d'écriture, en termes de montage, ça veut pas dire pour autant qu'ils vont faire des millions de vues. Si ça se trouve, ils vont faire à peine 100 vues, etc. Et voilà, c'est pas nous qui décidons. C'est l'algorithme, c'est les gens, YouTube, c'est une roulette russe. Donc ne complexez pas si vous n'avez pas du succès très rapidement. Des fois, si vous n'avez pas sorti la vidéo au bon moment, ou c'est que le public cible est pas le bon, il y a plein de facteurs. Et c'est ça qui est très angoissant avec YouTube, c'est que si tu pars de rien et que tu dis ouais, je veux percer, je veux faire une carrière, etc., c'est pas toi qui décides. Déjà, comment tu le vis, par exemple, les conventions, les gens qui viennent te voir en convention? Mais c'est assez magique, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, il y a le même phénomène quand je débarque en convention et que je me mets à la table pour réceptionner les genres dédicaces. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, et à chaque fois, généralement, t'as des gens, etc., qui viennent en disant, ouais, bonjour, j'adore ce que vous faites, mais du coup, c'est qui dans les vidéos qui fait dans le passé? Et du coup, je dis, dans le passé! Et là, du coup, t'as les gens, peu importe leur âge, leurs yeux s'illuminent comme un enfant de 5 ans qui découvre un sapin de Noël pour la première fois. Et moi, j'adore voir ça. C'est mignon, c'est adorable, c'est super. Les gens, ils te transmettent leur bonne humeur et la bonne humeur se partage. Et c'est un sentiment magique. C'est pour ça que j'adore aller en convention, quoi. Si on prend déjà un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a dit, tu m'avais dit que déjà, avant, t'avais du mal à aller vers les autres, à être, tu vois, un peu plus introverti. Et maintenant, les conventions, ça t'a travaillé, ça? Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé, à faire des séances de dédicaces en 2018 à la Made in Asia à Bruxelles, dans l'espace de 3 jours, on a reçu facilement 300 personnes. Ce qui est quand même énorme pour une première convention, tu vois. Et non, franchement, non, mais YouTube, ça m'a décomplexé un max, hein. Parce qu'évidemment, quand tu reçois un peu d'amour au quotidien, etc., qu'il y a des gens qui te disent apprécier ce que tu fais, etc. Mais du coup, t'es à l'aise d'entrée de jeu et tout, et tu sais que quand tu débarques en convention, t'as ta place, en fait. Enlever ce syndrome de l'imposteur. C'est plus simple. Mais le syndrome de l'imposteur revient de temps en temps, hein. Ça, je te le cache pas, mais ça touche n'importe quel vidéaste. Hein. Et c'est horrible parce que tu te dis, putain, tu bosses pendant des heures et des heures et des heures et des heures, et pourtant, tu te sens pas méritant, et tu te dis, putain, je peux faire encore... Je sais, au fond de moi, je peux faire mieux. Il y a plein de choses que je peux améliorer, hein, ça c'est clair. Là, par exemple, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que tu te sens améliorer? Là, tout de suite, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au mixage audio. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire justement pour l'améliorer? Je veux dire, par exemple, je sais pas, aller voir un beatmaker, aller voir un ingénieur son. C'est ça, vraiment faire appel à des contacts, etc. Vraiment des contacts... un petit stage, voilà. Où je servirai le café, tu sais, entre le mixage. Ils me cracheront à la gueule et je ferai merci. Voilà, ça me servira plus tard, surtout le crachat, là, j'apprécie. Attends. Oui. J'ai une petite question. On a aussi un peu parlé dehors, etc. Est-ce que tu as eu des problèmes relationnels à cause du nombre d'abonnés, du coup? Des problèmes relationnels dans le sens... Les gens qui changent. Le regard. Alors, les gens qui changent, non. Ça, par contre, j'ai eu la chance d'avoir cet aspect-là, dans le sens où, même quand j'ai commencé YouTube, etc., j'ai pas eu de soucis avec des grosses célébrités ou quoi, ou du YouTube game,
ou des gens de ma famille, ou des amis, etc. J'ai jamais eu de soucis relationnels par rapport à ça. Généralement, quand je croise des gens en convention, même des inconnus, et qui me demandent « Hey, tu peux faire un dans le passé ?» ça me dérange pas, parce que moi, ça m'amuse, ça amuse les gens, etc. Même pas à force? Non, non, à part quand t'es en convention et que t'es en dédicace, et genre quand tu reçois 100 personnes sur toute la journée, et genre que c'est la 10e personne d'affilée qui te demande de faire un Fräulein dans le passé, et que là, t'as la voix qui fatigue. C'est normal. Là, c'est un peu éreintant, mais ça me saoule pas. C'est pas aussi fort que le phénomène avec Antoine Daniel que à chaque fois qu'il apparaissait, qu'on lui disait excepté une fois au chalet. Là, je comprenais qu'il pétait des câbles. C'est un peu logique. Non, les seuls soucis relationnels que j'ai remarqué, c'est par exemple quand tu bosses avec un vidéaste et qu'il est ultra sympa avec toi, genre tout va bien, etc. Le mec, ça devient ton pote. Et après, t'apprends que le relationnel avec les autres gens, s'ils parlent avec des plus petits artistes, mais comme des grosses merdes, en fait. Ah, je vois ce que tu veux dire. Quand tu rencontres un vidéaste, etc., maintenant, il y a la petite méfiance, tu sais, du mec qui veut devenir un peu trop rapidement ton pote. Ça m'est déjà... Pour son intérêt, en fait. Ouais, c'est ça, clairement, et il faut apprendre à se le vois pas comme ça aussi, hein, de mon côté. Ah non, pas du tout. Non, parce que le truc le plus cocasse que j'ai eu, c'est un mec qui a débarqué en mail et qui m'a dit ouais, Crazy, ça te dirait qu'on fasse une collaboration, voilà, merci. Et du coup, non, un gamin qui débarque par mail et qui me dit ouais, Crazy, ça te dirait qu'on fasse une collab ensemble, comme ça, j'aurai masse de vues, j'aurai masse d'abonnés et tout. Tu sais, la personne un peu trop sincère, tu vois. Je veux pas te mentir. Et non, parce que à l'époque, quand j'ai commencé YouTube, pour n'importe quelle collab, bah, par pure gentillesse, je disais oui à tout. Et tu sais, après, avec du recul, j'assume pas trop certains caveaux que j'ai fait. Là, l'interview filmée, c'est genre la 3e fois que je fais une interview filmée, mais c'est genre facilement la 10e interview, un truc comme ça, je crois que j'en ai fait plus de 10. Mais généralement, les interviews, c'est soit par message interposé, genre par mail ou quoi, ou soit par Discord, à distance. Et la majorité du temps, la moitié du temps, c'était pour des travaux de fin d'études. D'accord. Où il y avait des gens qui exploitaient comme sujet les vidéos sur YouTube, soit d'un point de vue sociologique, d'un point de vue économique, d'un point de vue même psychologique. Et c'est des sujets que j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Parce que là, je suis au stade où ça me lasse pas du tout, même si je tombe sur des questions sur lesquelles on m'a déjà posé. Je trouve toujours quelque chose d'intéressant à rajouter, etc. Et au final, j'aime bien, quoi. Ça va, c'est pas répétitif niveau question. Ah non, pas du tout. Là, c'est complètement... chill. Oui, c'est complètement chill. Non, franchement, je passe un bon moment. Je te le cache pas. Tu veux un autre café? Non, t'inquiète. Attends, 2. Oui. Pour le retour. Ouais. Il faut bien. Ouais. Alors, j'ai une petite réflexion là. Dis-moi. Pourquoi c'est si important de se débrouiller tout seul? Je dirais mon ego. Ça, c'est juste de l'égocentrisme à 200%. Parce que, comment dire, j'ai appris à me démerder seul, en fait, dans le sens où, quand j'ai vécu dans une famille nombreuse, j'apprenais petit à petit à faire les choses de mon côté, justement, pour pas déranger le reste de ma famille, en fait. Peut-être que ce sera pas aussi parfait que tu l'aurais espéré, mais au moins, tu auras la satisfaction de l'avoir fait toi-même. Mais après, le truc, c'est que, comme l'a dit le comptable, chacun son métier. C'est ça. T'écris, tu montes, tu gères, tu commences à mix. Yeah. Enfin, tu commences. Je pense que maintenant ça fait quand même un peu... Oui, voilà. Mais j'ai de la bouteille. Quand tu t'es lancé sur YouTube, tu pensais pas avoir besoin de tout ça. C'est clair. C'est dans le sens où, évidemment, tout ce qui est mixage, tout ce qui est montage, niveau écriture, etc., ça oui, ça c'est clair. Mais dans le sens où c'est au fur et à mesure des années, quand tu remates certaines vidéos et tu dis mais la réverbération est dégueulasse, ce micro, plus jamais je l'utilise, etc. Et tu te rends compte des petits défauts, etc. Et après, tu te renseignes sur comment les corriger. Et c'est après, quand tu vas sur des forums, sur des tutos, et que là, t'apprends de plus en plus de trucs sur des trucs et astuces. Et après, tu t'adaptes en fonction de ce que tu vois. Et voilà. Des fois, tu vas tomber sur des conseils de merde. Et après, des fois, tu vas tomber sur des trucs astuces qui vont changer ta vie. Quand j'ai été habitué à m'apprendre à me servir de Photoshop, d'After Effects, évidemment, la suite logique, c'est le reste de la suite Adobe Premiere. Et maintenant, ça m'a changé la vie, parce que pour des méga gros projets, maintenant, j'utilise Adobe Premiere, quoi. Là, tu me parles de gros projets. Mais il y a des petits projets. Ouais. Des petits reels.
que tu sors ces derniers temps à C'est l'occasion. vrai. C'est vrai. Il y a aussi des vidéos que je sors sur la chaîne secondaire qui s'appelle La Poubelle de Crazy, où en fait ce sont des montages qui se font en, allez, 2 heures, 3 heures grand maximum. Et le truc, c'est que, bah, je me dis, entre 2 grosses vidéos, je me suis rendu compte que faire des tout petits projets, des tout petits sketchs en rapport avec l'actualité ou un truc que j'ai vu sur Internet, ou même une vanne qui m'est traversée l'esprit, bah, autant faire une petite vidéo, etc., qui dure à peine une vingtaine de secondes. Et il y a masse de gens qui ont trouvé ça ultra drôle. Maintenant, il y a une autre blague. Dis-moi. Le truc, c'est que, d'ailleurs, toi aussi, t'as ce tic de placer, le truc, c'est que, j'ai remarqué depuis le Oui, début. ou ça, je dis à la base. À la Ça base, m'arrive très souvent. aussi à la base. Justement, je me posais la question. Avec l'apparition, enfin, la production de reels, de courts formats qui peuvent être sur TikTok ou Insta, Ouais. tu te permettais plus de liberté. Oui. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que justement, il y a un moment, même si tu étais très ouvert et très libre dans tes résumés foreux, eh ben, est-ce que tu avais l'impression d'être bloqué dans un concept? Alors, oui, dans le sens où, par exemple, pour les résumés foireux, ce qu'on a testé, c'est on a testé de faire sur des films live ou des parodies de jeux vidéo, notamment avec les tutos foireux, qui sont un dérivé des résumés foireux, et qu'on se dit, ouais, ce serait un concept qui est cool, parce que t'es pas obligé de suivre une ligne narrative, comment dire, de toute l'animé ou toute la série, et que tu vas même faire ça sur des jeux vidéo. Par exemple, on avait tenté de faire un tuto foireux sur Red Dead Redemption. Et 2. Bah oui, on a aussi placé des extraits du premier. Donc voilà, c'est la licence Red Dead Redemption, tu fais pas chier. C'est des cow-boys tuberculose. Voilà, tout simplement. Et le truc, c'est que bah à l'écriture, bah on commençait avec un pote Alex, parce que j'ai écrit ça avec Alex qui est un pote français. On s'est beaucoup amusé à l'écriture et même à l'enregistrement et tout. Et le truc, c'est que ça a même pas dépassé les 150 000 vues, quoi. Ça a 130 000 vues, un truc comme ça. Et je me dis, ça me frustrait parce que je me dis, ben, c'est un concept qui m'amuse, mais je me suis dit, voilà, si les vues ne suivent pas et si la fidélité des gens ne suivent pas, alors que c'est toujours un concept parodique, ben, je me dis, bah, tant pis, hein. Si tu privilégies un concept qui marche pas au lieu de privilégier un concept qui marche, et sachant qu'on essaye d'en vivre de cette activité-là, bah, du coup, il faut faire des choix. T'as placé le principe de flop. Ouais. Dis-moi ce que tu ressens à ce moment-là. Parce que tu vois, moi j'ai... Ouais. Non mais j'ai envie de me tirer une balle. Moi, vraiment, quand je fais une vidéo, c'est pour me faire les jambes. Tu vois. C'est pour me faire les muscles, les épaules, etc. C'est pour que je puisse aller chercher cette information auprès de cette personne. Tu vois. Vraiment me former en tant qu'intervieweur, mais sur le terrain. Moi, c'est mon taf pour moi. Donc, la conception de flop, sachant les vues que je fais habituellement, je l'ai pas. Mais toi, t'as un réel enjeu parce que tu vis de ça. Bah, c'est ça le gros problème quand t'as été plongé à fond dans la notoriété, etc., avec carrément des vidéos qui dépassent le million de vues, etc. Et tu te sens très chanceux d'avoir ça. Et que là, soudainement, tu publies une vidéo et qui dépasse pas le million de vues, qui dépasse même pas les 200 000 vues. Et là, tu te remets en question. Tu te dis, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que c'est pas le bon public cible? Pourtant, c'est le même style d'humour, etc. Pourtant, je me dis, Red Dead Redemption, par exemple, c'est pas une licence extrêmement obscure. C'est pas comme si j'avais fait un jeu indépendant, tu sais, qui est sorti dans les années 2000. Là, on parle de Red Dead Redemption, quoi, tu vois. YouTube, c'est un peu ça, hein. C'est pas nous qui décidons de quelle vidéo aura du succès, quelle vanne aura du succès. Et faut accepter les règles du jeu à partir de là, quoi. Mais ressenti, je te parle humain. Ah, le ressenti, tu sais, le syndrome de l'imposteur qui revient petit à petit. Et tu sais, tu dis, ouais, c'est pas objectif, c'est pas réel, c'est pas rationnel. Et pourtant, tu dis, ouais, est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps-là, je n'étais qu'un effet de mode et que les gens ne m'appréciaient pas objectivement sur des bases concrètes, etc. Ou, tu vois, si ça se trouve dans un an, si ça se trouve les gens vont commencer à se lasser des résumés foireux, tu vois. On sait pas. Et je me dis, bah, tant que les gens apprécient ce qu'on fait et que nous on kiffe, bah, autant continuer. Mais à partir du moment où si les gens les suivent plus, bah, y a plus de raison de continuer derrière, quoi. Mais justement, les gens qui suivent, tu reçois beaucoup de messages? De messages privés, de messages par mail aussi, ouais. Les commentaires également? Ah, les commentaires, ça, oui. Les commentaires, bien sûr, ça doit chiffrer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un message positif qui t'a vraiment baffé? Il y en a pas mal, qui ont plus ou moins le même thème. C'est par exemple des personnes qui m'expliquaient qu'ils vivaient des phases très tragiques dans leur vie, qui venaient de perdre un proche,
qui venaient d'aller à l'hôpital et que ça faisait des semaines qu'ils étaient dans un milieu hospitalier, que c'est très loin d'être facile à vivre. Et on m'a envoyé des messages en disant, mec, un peu grâce à tes vidéos, ça m'a permis de sortir un peu de cette triste réalité et de penser à autre chose. Et je me dis, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai envie de faire YouTube, en fait, de faire rire les gens. Parce que faire rire les gens, moi, c'est le truc qui me permet de me sortir de la triste réalité dans laquelle on vit, tu vois. Parce que tu dis pas, ouais, je fais qu'une parodie. C'est des fois, tu dis, tu sers de réconfort aux gens, quoi. Et c'est ouf. C'est complètement dingue et ça me réchauffe le cœur à chaque fois qu'on m'envoie ce genre de message, quoi. Surtout que quand tu te dis, ouais, je vais faire, en fait, à quel moment, en fait, c'est ça, c'est à quel moment le fait que j'écrive un script, je fasse du montage, je prenne les voix, je rende le truc et que je le publie, ça peut embellir la vie d'une personne. Bien sûr, c'est ça en fait. C'est taré, c'est le côté imprévisible de YouTube et le côté imprévisible de la vie aussi. Hein. C'est l'effet boule de neige. Il y a rien de prévisible là-dedans. Mais c'est ce qui font de ouf, quoi. Et ça, c'est beau. Oui, je m'ai cru que t'allais me serrer la main. Je me dis, qu'est-ce qu'il veut? Oui, bonjour, enchanté. Moi, il y a un truc, ça c'est un truc que j'essaye ces derniers temps de plus en plus. Ouais. C'est vraiment le côté, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, une réflexion que tu as eu ces derniers temps, de ton côté? Tu vois, parce que je pense que t'es quand même une personne qui réfléchit dans son coin pas mal. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Non, mais je suis le genre de mec qui imagine toujours les pires scénarios, genre tout le temps, etc., qui se pose 3 milliards de questions. Non, je suis comme ça naturellement, ouais. Mais des questions à quel niveau? Justement, genre, on pourrait littéralement partir sur ça. Comment justement tu le vis, ça? Le fait de te poser 1 milliard de questions. Moi, il faut que je me pose des questions. Parce que je prends rien pour acquis, etc. Et je réfléchis en permanence à quelle vidéo j'ai envie de faire par la suite, comment je peux l'aborder, toujours dans le domaine professionnel. Par exemple, il y a une décision que j'ai prise assez récemment, c'est je me dis, par exemple, avant il y avait les concepts des résumés foireux, des tutos foireux et des Crazy Mon Show qui devaient être en alternance. Et le truc, c'est que vu que je suis un peu le chef d'orchestre, tout ça, etc., et que j'avais un peu du mal à gérer le montage des tutos foireux, des résumés foireux et des Crazy Mon Show, et vu que pour moi c'est des projets très personnels, j'aurais du mal à déléguer le travail à d'autres personnes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la décision d'abandonner le concept de tutos foireux pour deux facteurs. Déjà, le facteur temps. On n'a pas le temps, en fait, de les réaliser. Et de deux, le public est pas convaincu. Et à partir du moment où le public est pas convaincu, je suis pas convaincu non plus, et voilà. Ouais, c'est vrai que tu peux pas les forcer à aimer. En fait, c'est ça. Bien sûr. Il y a, comment dire, il y a un sentiment derrière. Tu sais, quand tu abandonnes ton bébé. C'est ça, un sentiment de frustration, parce que tu dis, putain, il y avait un potentiel derrière, et peut-être que je l'ai mal exploité, ou quoi, ou peut-être que c'est moi le responsable, et après, j'en suis venu à la conclusion que, des fois, il y a le facteur chance, et des fois, quand la chance y est pas, ça y est pas, quoi. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. T'as dit au revoir à un projet. Ouais. À un concept. Ouais. On va dire. Est-ce que t'as d'autres idées qui te germent en tête sur des trucs que tu pourrais envisager? Espèce de best-of de gameplay, comme par exemple Fond Link et Terracid, etc. C'est que ça prend tellement de temps que si je consacrais du temps à ce projet-là, j'aurais plus de temps pour les Crazy Mon Show et les résumés foireux. Et c'est les deux projets vraiment que j'ai envie de privilégier. Faudrait que j'arrête de manger, faudrait que j'arrête de me doucher, faudrait que j'arrête de voir mes proches, etc. pour arriver à un résultat concluant, mais c'était impossible. C'était clairement impossible. Je comprends. Après, le gros souci par rapport à Twitch, c'est que maintenant, je fais rarement des lives. Et quand je fais des lives, c'est pas du tout gaming, en fait. C'est en rapport avec la chaîne YouTube, dans le sens où je réponds aux questions des gens. Et généralement, ce que je fais, c'est on mate le résumé foireux ensemble, avec le public. Et je mets sur pause à des moments clés en disant « Ah oui, ça c'est une référence à ça, oui, là il y a une anecdote derrière ça. » C'est un peu comme les JDG qui retournent. C'est ça, là je le plagie une fois de plus. Et du coup, quand je l'ai vu faire ça, je me dis « Putain, mais ce serait ultra intéressant, parce que c'est vrai que par rapport au résumé foireux, dans les premiers, il n'y a pas tant de choses à ça à raconter, alors que maintenant, dans les plus récents, il y a masse de références, il y a masse de comment on a collaboré avec certains artistes, etc. Et tout, et il y a masse de trucs super intéressants à raconter. C'est vrai que j'ai pas raconté la manière dont on a rencontré les joueurs du grenier. C'est en 2018, quand la première fois qu'on est en dédicace, avec Nessie et Bob, on se pose à une table, etc. Et genre, c'était peu de temps avant que l'heure des dédicaces commence. Et là, on voit Seb et Fred qui se posent à côté de nous. Bon, on va passer 3 jours ensemble.
on va peut-être dire bonjour. Et donc, bah, je viens spontanément les voir, etc. Et je dis, ouais, salut les mecs, bah, je tenais à vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous que je me suis lancé sur YouTube, donc bah, merci d'exister en fait. On échange un peu, etc. Et ça, il me dit, ouais, mais du coup, c'est quoi le concept de ta chaîne YouTube? Et je dis, ah bah tu vois, les Chevaliers Zodiac abrégés, bah c'est pareil, mais une série, une vidéo. Et là, t'as Fred, comment dire, qui commence à gueuler et il dit « Ah, mais vous êtes des plagieurs de merde !» Et là, on commence à éclater de rire, on n'en pouvait plus. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est le thème de doublage parodique. Bien sûr. Ça a été fait surtout énormément de fois par les Américains, notamment par Little Kuribo, qui vers 2003-2005, qui a vraiment fait émerger le truc. Je pense que la lumière va être nécessaire, parce que là, ça commence à... Ouais. Attends, vous me permettez? Yes. Bon, ça fait de lumière, t'as vu. D'ailleurs, il est plus grand que ce que je pensais. 1m85. Je bois ma soupe, contrairement à certains. Là. J'ai eu ma croissance. Comment t'as vécu le moment? Quand on s'est croisés? Non, là. Le moment. L'interview en général. général. Comment tu vis la vie? Bah franchement, super bien passé. Non, franchement, c'est l'une des interviews les plus naturelles que j'ai faites, quoi. Tu vois. Merci. Mais ce qui est cool, c'est l'angle de conversation. Et ce qui est cool, c'est que tu m'as posé des questions qu'on m'avait jamais posées avant. Oh. Donc ça c'est cool. Par exemple, l'une des questions qui me vient en tête, ouais, si j'avais déjà été déçu par rapport à certains concepts, genre comment je vis le syndrome de l'imposteur et tout, bah ça, tu vois, c'est des questions un peu inédites que certaines personnes hésitent à poser parce qu'on se dit ouais, c'est un peu pessimiste, ça va niquer l'ambiance. Voilà. Mais voilà, j'ai pas d'empathie, je suis pas là pour ça, moi. Non, mais non, justement, je suis là pour que tu te montres toi-même. Mais c'est des questions qui peuvent aborder sur des sujets super intéressants et même pour des gens qui nous regardent derrière la caméra et qui peuvent se dire ouais, c'est juste un mec, il a une vie ultra lisse, voilà, tout va bien, etc. Et justement, ce genre de questions permet de pointer du doigt que non, tout va pas bien. Des fois, il y a des phases où ça va pas bien du tout. Et voilà, on est humain, etc. On a des phases de dépression, des phases où je sais pas, t'as envie d'écrire un texte, mais là, le complexe de la page blanche, c'est venu des dizaines de fois, bien sûr. Le pire syndrome de la page blanche que j'ai eu, où là, je me suis mis énormément de pression pour une vidéo, c'était l'Attaque des Titans saison 3. Okay. Parce que déjà, c'est une licence où on a fait énormément de vues, et c'est un peu ce qui a fait décoller la chaîne. Niveau inspi, pendant 10 jours, je paniquais, parce qu'il y avait rien qui me venait, rien qui m'inspirait. Et après, le truc qui m'a permis de décoller un peu du complexe de la page blanche, c'est en fait d'en parler autour de moi, genre d'échanger avec des potes, avec de la famille, etc. Généralement, les résumés foireux, la manière dont je l'écris dans ma tête, c'est si tu devais raconter un animé vite fait à un pote, etc. en soirée, tard le soir, et que tu devais le raconter vite fait, genre comment tu t'y prendrais en fait? Tu sais que tu m'inspires à un jeu. Ah ouais? Ouais. Bah tu vois, ce que tu viens de faire, tu vas voir, je l'ai appelé comme ça en soirée. Ouais. J'ai dit, tu connais Résumé foireux? Ouais. On m'a dit ouais, j'ai fait. Bah maintenant on va jouer au synopsis foireux. Ouais, c'est-à-dire exactement, tu vas devoir me faire deviner une licence en me disant juste une phrase. Ouais. En vrai, celui que j'avais fait, je l'avais fait en soirée avec des gars, mais maxi cinéphiles. Mais tellement cinéphiles qu'on allait chercher des vieux classiques. Et genre, il y en a un, si tu connais pas le film, je te le dis après, c'est l'histoire d'un mec qui a une gelée verte et il trompe sa femme avec la gelée verte. Flubber. T'es excellent. Yes! Putain, je l'ai, bien sûr! Je suis un fan hardcore de Robin Williams, attends. Flubber. Flubber. Genre, juste des petits trucs comme ça, et on s'est tapé des barres dessus, mais pendant toute une soirée, c'était magnifique. Mais tu sais, c'est pas avec la gelée verte qui trompe sa femme, c'est limite, il y a une histoire de... Avec le robot. Avec le robot, ouais, qui est jaloux de la femme, ou un truc comme ça. Même quand j'étais gosse, je me dis, wesh, jaloux, le micro, là. Ça, je vous conseille ce jeu de synopsis foireux. Donc, amusez-vous avec ça. Moi, ça, je crois que ça m'a fait plaisir. En vrai, non mais je sais, mais en fait ça m'a fait plaisir parce que de mon côté, c'est pas juste un interview. J'ai vu du monde, j'ai découvert des gens, je me suis fait des potes. Par exemple, le gars qui nous accueille, c'est littéralement un pote que j'ai rencontré comme ça. Limite, c'est un concept qui me permet maintenant de te rencontrer pour la première fois et de parler de tellement de choses différentes. Et ouais. Genre, tu vois, limite, je suis content de moi. À Internet, c'est ça que je dis, c'est des fois, t'as des chemins qui se croisent, et des fois, des concepts improbables, et après, tu te lis d'amitié avec les gens, etc. Bon, des fois, tu rencontres des gens aussi très peu recommandables, comme la personne à ma droite ici présente, mais ça, c'est un autre débat, je suis très subtil. C'est le mec qui regarde une autre personne. En vrai, ça m'a fait plaisir de passer du temps avec toi, de passer 2-3 heures avec toi. Je pense qu'il y a un an, et j'aurais jamais cru te rencontrer physiquement. Non, mais franchement, la proposition m'a fait énormément plaisir. Et je la regrette pas du tout.
Tu te rappelles le rituel que je t'avais parlé tout à l'heure? Le rituel, c'est un clap. Ah oui, le clap de fin? Ouais. Et on doit le faire synchro? Ouais, synchro. Okay. Tout à l'heure, même pas besoin de répéter, tu l'as fait tranquille. Je pense que là, tu peux y arriver. D'accord. Vas-y, on y va? Ah, ok, ouais. On se fait un décompte là. Vas-y. 3, 2, 1. Oh. Synchro. Ça m'a fait plaisir. Mais oui, oui, oh là là. Oh, les muscles. Oh là là. Bon. Allez, je coupe cette caméra. Ouais. Des bisous tout le monde. Allez, ciao.